Sganarelle, mari de Martine. Martine, femme de Sganarelle. Monsieur Robert, voisin de Sganarelle. Valère, qui est le domestique de Monsieur Géronte. Lucas, qui est le mari de Jacqueline et le valet de Valère. Géronte, qui est le père de Lucinde. Jacqueline, on ne la voit pas. Lucinde, fille de Géronte. Léantre, amant de Lucinde, on ne le verra pas non plus, car vous pensez bien que nous n'avons pas le temps de jouer la pièce entière. Acte 1. Sganarelle, Martine paraissant sur le théâtre en se querellant. Non! Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme, et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh! Voyez un peu l'habile homme, avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner les choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su, dans son jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé, Peste de la carogne. maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Maudit soit ce bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire? Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Ah, morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Bon. Laissons là ce chapitre, il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu? Bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plutôt le matin. Et enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire? C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit soûl dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma petite femme, mamie, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Doux objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, pélitre, fripon, barreau, voleur. Ah, vous en voulez donc? Eh bien, venez donc un peu tâter de mon bâton. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Bon. Ça. Faisons la paix, nous deux. Oui. Après m'avoir ainsi battu. Non, mais ce n'est rien. Touche. Je ne veux pas. Et Non. ma petite femme. Point. Allons, te dis-je. Non, je n'en ferai rien. Viens. Non.
Je veux être en colère. Fille, enfin c'est une bagatelle, allons, allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va, je te demande pardon. Mets là ta main. Je te pardonne. Mais tu le payeras. Tu es une folle de prendre garde à ça. Ce sont des petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié, et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Allez, va, je m'en vais au bois, et je te promets aujourd'hui plus d'un sang de fagot. Va. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment, et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari, mais c'est une punition trop délicate pour mon Pandare. Non, je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Entre sur scène Valère et son domestique Lucas, qui aperçoivent Martine rêvant à part elle. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne saurais les digérer et... Oh, messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Et je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soucis dans le monde, et nous cherchons nous aussi ce que nous voudrions bien trouver. Ah, serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire. Je m'appelle Valère, et nous tâchons, mon valet Lucas et moi, de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier qui put donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout à coup l'usage de la langue. Les médecins y avons tous perdu leur latin. Oui, plusieurs médecins, en effet, ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers, qui font le plus souvent ce que les autres n'ont pu faire, et c'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon Pandare. Vous ne pouviez pas mieux vous adresser pour rencontrer ce que vous cherchez, et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde, pour les maladies désespérées. Ah, et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit bois que vous voyez là-bas, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Oh, un médecin qui s'amuse à cueillir des herbes curatives, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Il est fantasque, il est bizarre, il est quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte parfois de paraître ignorant, mais il tient sa science renfermée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. Oh, c'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie qui est mêlé à leur science. Oui, la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité de médecin. Il n'avouera jamais qu'il est médecin si vous ne prenez chacun un bâton et, à force de coups, ne le réduisez à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une bien étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Oh, comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte il y avait déjà 6 heures.
et l'on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont je vous parle. Il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qui le frotta de par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et aussitôt l'enfant courut, se leva sur ses pieds et courut jouer à la faussette. Fantastique! Voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Oui, nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Morgan, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. Ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glou-glou. Oh, j'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Ma foi, c'est assez travaillé pour un coup, prenons un peu d'haleine. Il boit. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Ils sont doux, bouteilles jolies, ils sont doux, vos petits glou-glou. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Alors, il ne faut point engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que j'avons bouté le nez dessus. Voyons de près. Ma petite friponne que je t'aime, mon petit bouchon. Bon sort. Mais que diable, à qui en veulent ces gens-là? Ils consultent en me regardant. Quel dessein auraient-ils? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Oh, nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Maman, maintenant ce gars, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Hein. Bon, il est vrai que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ça, je n'y épargne aucune chose, je l'ai fait d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Non, mais aussi je les vends 110 sols le cent. Je vous promets que je ne saurais les donner à moins. Parlons d'autres façons de grâce. Non, mais vous en pourrez trouver autre part à moins cher. Hein. Il y a fagot et fagot. Mais moi, pour ce que je fais, non, en conscience, vous en payerez ce prix. Je vous parle sincèrement, je ne suis pas homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrés les beaux talents qu'il a? Et vous? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Ah, mais pour ce que vous êtes, un grand médecin. Médecin vous-même? Je ne le suis point, je ne l'ai jamais été. Oh, voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Parbleu, venez-en à tout ce qui vous plaira. Je ne suis point médecin et je ne sais ce que vous me voulez dire. Bon, je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Mais t'estiguez, ne l'antipognez point davantage et confessez à la bonne franquette que vous êtes médecin. Messieurs, en un mot autant qu'en 2000, je vous le dis, je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin? Non. N'êtes pas médecin? Non, vous dis-je.
Ils prennent tous deux un bâton et le frappent. Mais que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire ou si tous les deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Mais quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Mais diable emporte si je le suis! Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Mais non, la peste m'étouffe! Et il recommence à le battre. Bon, écoutez, messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin. Voilà, je suis médecin, j'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, voilà qui est bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Mais messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah bon? Bah, diable emporte si je le savais. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Tu Dieu. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste. Un petit enfant de 12 ans se laissait choir du haut d'un rocher, D'un clocher. et de quoi il eut la tête, la jambe et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'en fut joué à la facette. À la fossette. À la fossette. Tiens. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié. Mais je m'en ressouviens. Je suis médecin. Alors, de quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons, monsieur. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Je ne l'ai pas trouvé. Monsieur aime à rire. Allons, monsieur. Palsangen, voilà un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira car il est bouffon. Mais sans une robe de médecin? Nous vous en prendrons une. Acte 2. Monsieur Géronte, nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Qui a guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Parfois, il a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est, mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Par ma foi, monsieur, celui-ci fera justement ce qu'ont fait les autres, et la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille serait, selon moi, un bon et bon mari. Que ne preniez-vous ce monsieur Liandre qui la touchait au cœur? Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle qui est riche, dont il est héritier. J'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les rentes du monde. Peste, madame la nourrice. Comme vous dégoisez, taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin, vous échauffez votre lait. Monsieur Géronte, préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Oh, monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Sganarelle entre en robe de médecin avec un chapeau des plus pointus. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela. Oui, monsieur. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre sur les chapeaux. Mais puisqu'Hippocrate le dit, il faut le faire. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi.
je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde. Beau nom à médicamenter, ça. Lucinde. Oui, je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Et qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste. Le joli meuble que voilà. Ah, nourrice. Charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie, et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui téta le lait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez là ma femme, je vous prie. Oh quoi? C'est votre femme? Oui. Ah, vraiment, je ne savais pas cela, et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre, hein. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de cette nourrice, et que je visite son sein. Non, j'avons que faire de ça. Ah mais, c'est l'office des médecins de voir les tétons des nourrices. Non, il y a office qui tienne, je suis votre serviteur. As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là! Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Je ne veux pas qu'il te tâte, moi. Fit le vilain qui est jaloux de sa femme. Monsieur, voici ma fille. Je n'ai qu'elle de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Voilà une malade qui n'est point tant dégoûtante. Je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Hein? Mais enfin, que dites-vous? Non mais... Je ne vous entends point. Quel diable de langage est cela? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause, et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Mais pourquoi? Mais celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Monsieur, enfin, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal le presse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Oh, fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Oh, je ne me connais pas ce genre de choses. Bien, donnez-moi votre bras. Oh. Ah ben voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Eh oui, monsieur. Mais c'est là son mal, vous l'avez trouvé tout du premier coup. Non, mais nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé, vous eûtes été dire c'est ceci, c'est cela. Non, mais moi je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette. Oui. Mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Oh, il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole.
Mais fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Aristote, c'était un grand homme. Hein. Ah oui, grand homme, tout à fait. Presque pas tout à fait aussi grand que moi. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs, qu'entre nous autres savants nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, ouais. C'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies venant, pour ainsi dire, à... Entendez-vous le latin? En aucune façon. Ah, Vous n'entendez point le latin. non. Cabricias arcituram, catalamus singulariter nominativo aec musa lamus bonus bona bonum Deus sanctus et spiritus sancti est neoratio latina etiam oui quare pourquoi quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Oh, que n'ai-je étudié? L'habile homme que v'là. Oui, ça est si beau que je n'y entends rien. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin armiane, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubilé, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie, et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité, non mais suivez bien mon raisonnement, écoutez ceci, je vous en conjure, Ben oui. ont une certaine malignité, voyez-vous, qui est causée par... Non mais soyez attentifs s'il vous plaît. Ben oui, mais je le suis, monsieur. Qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Il arrive que ces vapeurs, ablatio, fibrillatio, atriale, cathétersis, voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Alors là, on ne peut pas mieux raisonner sans doute. Maintenant, moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont, hein, que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui. Cela était autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. Oh, c'est ce que je ne savais pas et je vous demande pardon de mon ignorance. Non, mais il n'y a point de mal. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Et pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le vin et le pain, mêlés ensemble, une vertu sympathique qui fait parler. Hein? Ne voyez-vous pas que c'est ce qu'on donne aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Oh, cela est vrai. Ah, le grand homme, vite, quantité de pain et de vin. Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera. Monsieur Géronte, je vous donne le bonjour. Oh, attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur. Ah, je n'en prendrai pas, monsieur. Monsieur, À point du tout. un petit moment. En aucune façon. Oh, de grâce. Vous vous moquez. Ben voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Allez, Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. je le crois. Cela est-il de poids? Oui, monsieur. Je ne suis pas un médecin mercenaire.
Je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination que je fusse médecin leur est venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force, ils voulaient que je le fusse, je me suis résolu à l'être aux dépens de qui il appartiendra. L'erreur s'est répandue et on me vient chercher de tous les côtés. Si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute la vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué.